La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On reparle de l'Iran ce matin. Allô, bonjour. Le Mossad à l'appareil. Vous m'entendez ? Oui, répond un commandant iranien un peu interloqué. Nous savons tout de vous. Vous faites partie de notre liste noire et nous disposons de toutes les informations vous concernant. Je vous appelle pour vous prévenir que vous devez vous ranger du côté de votre peuple. Et si vous ne le faites pas, vous subirez le même sort que votre chef. Mon frère, je le jure sur le Coran, je ne suis pas votre ennemi, répond-il. Je vous en prie, venez nous aider. Cette conversation, c'est le Wall Street Journal qui en a eu connaissance, et c'est l'opinion qui a décidé de traduire et publier cet article incroyable. Le grand quotidien de droite américain a eu accès à la liste détaillée des cibles et des rapports sur les dommages causés par les frappes israéliennes en Iran et leur opération de déstabilisation. Selon ces documents, Américains et Israéliens se sont effectivement partagé le travail. Destruction des infrastructures militaires et industrielles iraniennes pour les premiers, assassinats et attaques sur les organes de sécurité pour les seconds. Alors on a bien sûr évoqué le sort d'Ali Khamenei au premier jour de la guerre ou celui de Ali Larjani il y a quelques jours. Mais en fait c'est par milliers que les responsables militaires et policiers sont éliminés. D'abord en pilonnant les centres de commandement. Puis le Mossad a appris que les forces de sécurité iraniennes avaient pour consigne de se regrouper dans les complexes sportifs. Israël a regardé les sites se remplir, puis les a frappés. Ces attaques, selon les documents consultés par le Wall Street Journal, ont été parmi les plus meurtrières. Militaires, policiers, gardiens de la révolution ont été tués par centaines. Parallèlement, poursuit le journal, les Israéliens ont donc commencé à contacter un par un chaque commandant iranien dûment identifié pour les menacer, eux et leurs familles. Israël estime aujourd'hui que ces actions perturbent le commandement et sapent le moral des forces de sécurité. Des civils iraniens rapportent avoir vu des moudjahidines se réfugier dans des écoles ou sous des ponts de peur d'être frappés. Israéliens et Américains, écrit le Wall Street Journal, sont persuadés que ces actions conjuguées à l'effondrement de l'économie iranienne et la colère du peuple mèneront inévitablement à la fin du régime, pendant ou après la guerre. Toutefois, ajoute-t-il, ce sera au peuple iranien de s'en charger. Pendant ce temps, Emmanuel Macron a annoncé la construction d'un nouveau porte-avions. Le France Libre, ce sera son petit nom. Alors c'est la France libre. Hein. Je sais pas comment on va c'est dire. comme le Covid, on ne sait pas, c'est masculin ou féminin. Non, je crois qu'il faut dire la France libre. Bon, enfin écoutez, on verra Si bien. les marins disent cela, Pascal, on l'a vérifié. Globalement, en tout cas, cette annonce est bien accueillie par vos gazettes, mon cher Dimitri. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, Jean-Baptiste Isaac souligne le bon état de forme de notre marine nationale, surtout quand on la compare à la Navy britannique, qui n'a pas pu, au bout d'une semaine, envoyer qu'un seul destroyer en Méditerranée. Et puis, il y a donc le nom de ce porte-avions, La France Libre. Gaëtan Morin nous raconte le dessous de l'affaire. Il y avait d'autres noms qui étaient pressentis. Le Richelieu, alors là, on aurait dit le. Hein. Le ou la Simone Veil, je ne sais pas. France Libre était plus consensuel, mais il fallait surtout faire vite pour ne pas prendre le risque qu'il soit renommé en cas de changement politique. Voilà, de toute façon, le risque demeure. Hein, en cas de victoire des Insoumis l'année prochaine, le porte-avions sera peut-être renommé le Naël ou le Jeune Garde. À moins que le PS ne préfère rebaptiser ce navire amiral le François Hollande, qui était jusqu'à présent un nom de pédalo. Quoi d'autre dans la presse ? Cette info assez étonnante, révélée par Les Échos. Donald Trump vient de proposer presque $1 milliard à Total Energy pour que le groupe français abandonne son projet d'éolienne en mer au large de New York. Sous l'administration Biden, Total a effectivement obtenu une concession pour exploiter un champ d'éoliennes là-bas, raconte Hortense Goulard. On sait que Trump mène une guerre sans merci à ses grandes hélices, accusé de défigurer le paysage. Pour éviter un procès qu'il pourrait perdre contre Total, il préfère donc tenter un deal. $1 milliard et tu lâches l'affaire. Contacté par le journal, Total n'a pas souhaité réagir. Voilà. Mais pour calmer tout le monde, on va terminer avec ceci ce matin. Bonsoir. C'est ce que l'on appelle la musique d'ascenseur. C'est la Croix qui consacre un petit papier à ce genre musical particulier en marge d'un doc qui sera diffusé sur Arte. Musique inventée pour faire reculer le stress. Quand les astronautes d'Apollo 11 ont décollé, c'est ce qu'on leur a mis dans les oreilles, raconte Nathalie Lacube. Mais en fait, d'ascenseur, ce serait plutôt de la musique d'aéroport. Le guitariste Brian Eno, qui prenait un avion à Cologne, agacé par ce genre de bélopée, a eu cette fulgurance. Cette musique n'est pas faite pour dire aux voyageurs « vous n'allez pas mourir dans un crash aérien », mais plutôt « si vous mourrez, c'est pas si grave ». Allez, je vous laisse là-dessus. Et avec ce que l'on fait de mieux quand même en la matière, parce que oui, il y a des chefs-d'œuvre du genre, et je pèse mes mots. The Look of Love, Burt Bacharach. Oui, ça c'est mieux que le premier. Vous êtes
êtes bien sur Europe 1 quand même, je préfère prévenir en zone détente, bien sûr. aux auditeurs qui viennent d'arriver, qui se demandent ce qui se Voilà. passe. C'est ça la première classe. C'est ça la première classe radiophonique. Pourquoi on n'a pas de musique, nous, dans nos ascenseurs, tiens, Europe 1? Ouais, bah c'est vrai ça, non, tiens. c'est Donna Villa Revel est dans le studio. On Il y a veut le de la patron musique qui est dans les là. ascenseurs. On a Pascal Oui. Pro Oui. en live.